Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on s'intéresse aux héros méconnus de la fabrication, les outillages composites. On est entouré de produits de haute technologie, des avions de nouvelle génération, des voitures de sport ultra légères, mais ce qu'on ne voit jamais, c'est l'outil qui leur donne naissance. Pourtant, pour fabriquer les pièces les plus avancées au monde, il faut un moule. Et c'est justement là que tout commence. Le principe, il est assez simple en fait. La qualité d'une pièce en composite, que ce soit une aile d'avion ou une coque de bateau, elle dépend entièrement de la qualité de l'outillage utilisé pour la fabriquer. Chaque petit défaut, chaque imperfection du moule sera fidèlement recopiée sur la pièce finale. La perfection, ce n'est donc pas une option, c'est une véritable nécessité. Ok, alors plongeons un peu dans le vif du sujet. Avant même de comparer les matériaux, il faut bien comprendre le processus. Comment est-ce qu'on passe d'une simple idée à une pièce physique? En fait, tout repose sur un processus de copie en 3 grandes étapes. D'abord, un peu de jargon pour qu'on parle bien le même langage. Le master, c'est le modèle de départ, l'original. Le moule, lui, c'est l'image inversée de ce master et c'est notre outil de production. Et enfin, la pièce, c'est tout simplement le produit final que l'on obtient. C'est la base de tout ce qui va suivre, alors c'est important de bien l'avoir en tête. Le flux de travail est donc très logique. On part d'un modèle initial, le fameux master. À partir de ce master, on construit le moule, qui est en quelque sorte son négatif. Et enfin, on se sert de ce moule pour fabriquer la pièce finale. On voit bien que chaque étape doit être parfaite pour que la suivante le soit aussi. Il faut savoir qu'il existe 2 grandes familles de moules. Dans un moule mâle, on vient draper le matériau composite par-dessus une forme, ce qui donne une finition impeccable à l'intérieur de la pièce. Pour un moule femelle, c'est tout le contraire. On dépose le matériau dans une cavité. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que la surface en contact direct avec le moule sera toujours la plus lisse. Le choix dépend donc entièrement de la face du produit final qui doit être parfaite. Jusqu'ici, tout a l'air assez simple, n'est-ce pas? Mais un ennemi invisible se cache dans le processus, et son nom, c'est la chaleur. C'est vraiment l'élément qui vient tout compliquer et qui rend le choix du matériau pour l'outillage absolument crucial. On pourrait donc se poser la question, si on sait comment faire un moule, pourquoi est-ce si compliqué de choisir avec quoi le fabriquer? Eh bien, la réponse se trouve dans une réaction chimique tout à fait fondamentale. Quand les résines composites durcissent, elles ne sèchent pas simplement comme de la peinture. Non, elles subissent une réaction chimique qui dégage une quantité de chaleur vraiment importante. C'est ce qu'on appelle l'exotherme. Et cette chaleur, elle est au cœur de tout le problème. En fait, chaque matériau réagit à la chaleur en se dilatant ou en se contractant. Cette propriété, on la mesure avec ce qu'on appelle le coefficient de dilatation thermique, ou CDT. Un CDT élevé, ça veut dire que le matériau change beaucoup de taille avec la température. À l'inverse, un CDT faible indique une grande stabilité. Et c'est la propriété la plus importante pour un outillage composite. L'image est parlante. Le problème, c'est que si le moule se dilate différemment de la pièce qui est en train de durcir à l'intérieur, ça crée des contraintes, la pièce se déforme, et au final, elle est bonne pour la poubelle. Dans l'aérospatiale, une erreur comme ça peut coûter des fortunes. Le point crucial, c'est donc de maîtriser cette dilatation. Maintenant qu'on a bien cerné le défi, il est temps d'examiner les concurrents. Quels sont les matériaux qu'on a à notre disposition pour construire ces outils si critiques? Et surtout, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Choisir le bon matériau pour un outillage, ce n'est jamais simple. C'est toujours un équilibre délicat entre la performance thermique, la durabilité, la facilité d'usinage et bien sûr, le coût. Passons en revue les principaux prétendants. Ce qui est vraiment frappant dans ce tableau, c'est le contraste. Regardons le CDT, le fameux coefficient de dilatation. L'aluminium est à 13, alors que l'Invar, lui, est à 2,1. C'est incroyablement stable. Mais maintenant, regardons le coût. L'Invar peut coûter jusqu'à 10 fois plus cher que l'aluminium. C'est cet arbitrage permanent entre la stabilité thermique et le budget qui va guider chaque décision. L'acier et l'aluminium, ce sont un peu les options historiques. Ils sont robustes, relativement abordables. Le problème, c'est leur CDT élevé. Ça les disqualifie pour la fabrication de pièces composites de très haute précision qui doivent subir des cuissons à haute température. La dilatation serait tout simplement trop importante pour garantir la conformité de la pièce. Voici la référence absolue, l'Invar. Son CDT est quasiment nul, ce qui veut dire qu'il ne bouge pas peu importe la chaleur. C'est l'idéal pour l'aérospatiale. Mais il y a un revers à la médaille, bien sûr. Son prix est exorbitant, il est très lourd, difficile à usiner, ce qui le réserve aux projets où le budget n'est vraiment pas le premier critère. À l'autre bout du spectre, on trouve les panneaux d'outillage en époxy. Ils sont bon marché, très faciles à usiner, c'est parfait pour créer rapidement un prototype. Par contre, leur résistance à la chaleur est faible et ils ont tendance à se fissurer après seulement quelques cuissons. Leur usage est donc vraiment très limité. Et voici un matériau plus récent qui vient changer la donne, le CFOFM.
Il arrive à combiner un peu le meilleur des deux mondes. Son CDT est aussi faible que celui de l'Invar, il supporte de très hautes températures, il est léger et facile à usiner. Tout ça pour un coût bien plus raisonnable. Il offre une solution très équilibrée pour de nombreuses applications exigeantes. Alors, au final, comment choisir? Le secret, ce n'est pas de trouver le meilleur matériau dans l'absolu, c'est de choisir celui qui est le mieux adapté à un besoin bien spécifique. Prenons quelques scénarios concrets pour illustrer ça. Premier cas de figure, la priorité absolue, c'est la précision. Imaginons la fabrication d'une pièce qui ne tolère aucune déformation, comme un composant de satellite. Ici, la stabilité dimensionnelle n'est pas négociable. Dans ce cas précis, seuls les matériaux à très faible CDT sont envisageables. Le choix se résume donc à l'Invar, l'option traditionnelle ultra performante mais aussi très chère, ou le CFOM, qui est l'alternative moderne offrant des performances similaires pour une fraction du coût et beaucoup plus de flexibilité. Deuxième scénario. On est en phase de développement. On sait que le design de la pièce va sûrement évoluer. Il faut donc un moule qui puisse être modifié facilement, tout en résistant au cycle de cuisson à haute température indispensable pour tester les prototypes. Là, la conclusion est assez claire. L'Invar et les autres métaux sont très difficiles à modifier. Les panneaux époxy, eux, ne tiennent pas la température. Le CFOM, avec sa facilité d'usinage et sa grande résistance à la chaleur, s'impose comme la solution idéale pour l'itération et le développement rapide. On le voit bien, il n'y a pas de solution unique. Le monde de l'outillage composite est un fascinant jeu de compromis entre la physique, l'ingénierie et l'économie. Et avec l'innovation constante, la question reste ouverte. Est-ce qu'on verra un jour un matériau capable de tout faire? C'est tout le défi de la fabrication de demain.